qui avait rien à voir avec le Google. Et je me suis retrouvé à avoir installé par inadvertance Google Chrome. Bon, ça c'est c'est le départ, quoi. Et comment je m'en suis aperçu, c'est qu'à un moment donné, j'ai voulu ouvrir un document envoyé par une compagne. Et j'ai eu la surprise de voir un bandeau, Google n'autorise pas l'ouverture de ce document. Je me suis dit, tiens, bizarre, de quoi t'es-ce? J'ai jamais téléchargé ce Google en question. Donc j'ai été désinstaller le fameux Google Chrome et j'ai pu ouvrir mon document. Donc ça veut dire que je me suis senti un peu presque l'otage du fameux Google, quoi, qui décidait pour moi de ce que je pouvais ouvrir ou pas. Et c'est hallucinant parce que j'ai jamais voulu télécharger ce fameux Google. Alors déjà, bien sûr, lorsqu'on télécharge un logiciel, c'est-à-dire qu'on fait confiance à l'éditeur. C'est-à-dire que là, dans le cas de Google Chrome, c'est Google lui-même. Donc, est-ce qu'on fait confiance, la question va être, est-ce qu'on fait confiance à tel éditeur lorsqu'on utilise un logiciel? Moi, je pense qu'il vaut mieux privilégier les éditeurs qui sont engagés pleinement dans le domaine du logiciel libre. Par exemple, la fondation Firefox, c'est-à-dire qui est à l'origine du navigateur Firefox, je pense que c'est un éditeur fiable. Dans ce cas, il faut se dire, ok, je télécharge tel logiciel, mais on se dit avant, c'est quel éditeur? C'est un éditeur qui est dans le domaine du logiciel libre, je télécharge. C'est un éditeur à qui je ne fais pas 100% confiance, je ne télécharge pas. Et à ce moment-là, même bien sûr, on peut faire confiance à Google. Google, donc Richard Stallman dit souvent, pour Google, il faut toujours faire la différence entre ces projets. C'est-à-dire que Google fait un tas de choses et on ne peut pas diaboliser Google de la même façon qu'on diabolise Microsoft. C'est vrai qu'il y a une nuance importante. C'est-à-dire que déjà, ils ont différents projets qui sont open source. Tu parlais du navigateur Chrome. Il y en a un autre, c'est exactement le même, sauf que le logo, au lieu d'être sur 3 couleurs, il est que sur 2 couleurs, enfin sur un dégradé de gris et de bleu, et il s'appelle Chromium. C'est la même chose que Chrome, c'est la même chose, seulement il est open source, il est mis à jour 15 jours avant Chrome, parce qu'il y a une contribution effectivement d'informaticiens dans le monde entier qui travaillent dessus, et on l'a dans les distributions GNU Linux. On peut l'installer très facilement, mais Chromium est open source. C'est la grosse différence avec Chrome. Donc la même entreprise, Google, met à disposition deux navigateurs qui sont quasi identiques. Mais il y en a un sur lequel vous avez beaucoup plus de publicité que sur l'autre. C'est clair. C'est la différence déjà notable. Et en plus de ça, vous avez une contribution mondiale d'informaticiens qui diront attention là, on commence à se moquer de nous parce que il y a tel et tel lien. Et en fait là, comme vous pouvez compter sur la communauté qui sera vigilante et qui fera attention à tout ça, pour dire, il y en a certains qui nous diront peut-être un jour arrêtez Chromium parce que là ils sont en train d'installer des choses qui vont pas. Voilà. Mais c'est parce que surtout il faut revenir aux stratégies de ces éditeurs-là. On parle de Google. Quel est l'objectif de Google? Comment est-ce que Google gagne de l'argent? Grâce à la publicité. Bonne question. Grâce à la publicité. C'est 97% de ce qu'ils gagnent, c'est de la pub. Mais elle est où la pub? Parce que moi, quand je tape Google, je mets ce que je cherche dans la barre des mots-clés. C'est ça. Pour être le premier de la liste, tu penses que c'est quoi? Par ordre alphabétique, ou qu'il a fallu payer un petit peu pour être le premier de la liste? D'accord? Donc, être le premier. Qui a été voir à la page 150 quand il fait une recherche? Pas moi. Voilà. D'accord? Et a priori, il peut nous appeler. Mais, évidemment que personne. La première page, être déjà sur la première page, c'est top. Selon le format qu'on a choisi, on peut même avoir des espèces d'encadrés qui vont te recommander ça. Évidemment que tout ça c'est du lien et que c'est du commerce. Évidemment, le fait est que quand on touche et Google, alors j'ai pas les chiffres récents, mais c'est le premier navigateur au monde à l'heure actuelle. Je crois pas déconner. Non, enfin ça reste Firefox.
Oui, ça se joue entre Firefox, Internet Explorer. Ils sont arrivés à un tiers, 1% à chaque fois. Ils sont arrivés sur un truc comme ça. D'accord. Parce qu'il y a eu une période où le premier navigateur au monde, effectivement, c'était celui de Microsoft. C'était Internet Explorer. Et le jour où Google a sorti Chrome, il leur a foutu vraiment une claque monumentale. Et je m'en étais arrêté, moi, où il prenait un peu le dessus. Mais je sais qu'Internet Explorer s'est amélioré sur ces dernières moutures. Là, il me semble que c'est en train de s'équilibrer. Voilà, sur les trois. Avec Firefox. Avec Firefox, Chromium et Internet Explorer. Alors, Firefox, on va peut-être préciser une chose. On va donner des noms comme ça à la volée, mais vous allez comprendre. Firefox, logiciel libre. LibreOffice, logiciel libre. OpenOffice, logiciel libre. Je vais juste vous donner une chose. Je me souviens plus du prix exact, mais une suite PackOffice Pro chez Microsoft, c'est autour des 600 €. Enfin, je veux dire, LibreOffice, vous le téléchargez, il vous offrira pas tout à fait les mêmes fonctionnalités que le PackOffice, parce que une interface graphique proche. Je vais vous donner une chose. Vous rajoutez Scribus, là que peu de gens vont connaître ici, et vous avez l'équivalence du PackOffice Pro. Bon, Scribus n'est pas compatible avec Publisher, mais LibreOffice est entièrement compatible avec tous les logiciels Microsoft. Enfin, il converge vers une compatibilité totale, on va dire. On a quelques difficultés parce que la suite 2010. Mais je connais pas beaucoup de monde qui ont la suite 2010. Et moi, mes documents, je les transforme tous en 2003 parce que de toute façon, je sais très bien qu'il y en a plein qui pourront pas les ouvrir sinon. Bon, voilà. Le format ODT qui est en train de s'imposer. C'est important. C'est un format ouvert et qui est en train de s'imposer et qui va finir par mettre à mal à un moment le pack office de Microsoft. Mais un autre. Vous le connaissez sous les mises à jour, mais Java. Java, vous l'avez tous vu, mais ça c'est du libre. VLC, le petit lecteur de vidéos qui vous lit pratiquement tout avec son cône de travaux. C'est de la contribution libre, c'est du logiciel libre. 7-Zip, qu'on vous recommande tous si vous zippez régulièrement et vous compressez des documents, utilisez 7-Zip, c'est du libre. Dans les PDF. Dans les PDF, moi je vais vous conseiller, faut faire attention. Il y a PDF Creator, mais il y en a deux. Il y en a un qui s'écrit PDF avec un espace Creator, il est pas libre. Et il y en a un qui s'écrit PDF Creator, mais tout collé, et il est libre. C'est des Allemands qui le développent, mais celui-là, il vous piégera pas à terme. Je vous conseille Sumatra PDF, je l'ai découvert. Pour ceux qui utilisent juste l'ouverture de PDF et qui veulent juste lire un PDF, franchement, c'est super léger et c'est vachement bien parce qu'il a pas de fonctionnalité. Et quand on cherche juste à l'ouvrir, c'est vraiment très bien parce que des fois, on se retrouve avec des placards dans les PDF et on se dit qu'on n'aura pas assez d'une vie pour savoir à quoi ça sert. Et c'est bien de commencer par installer ces logiciels sur votre Windows pour s'habituer. Et puis au final, la migration va devenir très facile parce que beaucoup plus facile. Oui, évidemment, parce que vous avez votre Firefox, vous avez votre VLC, enfin, vous utilisez que des logiciels libres au-dessus de votre Windows. Enfin, lorsque vous migrez, vous ressentez à peine la différence. En une semaine, 2 semaines, vous êtes habitué au système. Je vous dirais que franchement, une bibliothèque, enfin une discothèque. Qu'elle soit dans un lecteur de Microsoft comme le lecteur média de Microsoft, ou qu'elle soit dans un logiciel libre façon Clémentine ou d'autres qu'on peut toujours citer, ça c'est pas le souci, mais que vous pourrez pas installer sur du Windows. Franchement, ça reste une discothèque, quoi. Lire une vidéo, vous le faites déjà avec VLC. Bah, si vous êtes sur une distribution GNU Linux, vous continuerez. Je veux dire, moi souvent, si j'écoute de la musique, j'utilise plutôt Audiasus, tu vois, qui est vraiment super simple parce que j'aime pas les trucs trop chiadés, trop compliqués. Bah, je clique et puis j'ai ma musique. Point barre. Je veux dire, un truc tout simple. Beaucoup de distributions à l'heure actuelle. Quand vous allez dans votre barre de tâches et qu'il y a le petit haut-parleur en haut qui dit que vous avez du son ou pas du son, bah quand vous cliquez dessus, bah en dessous il y a marqué play. Et si vous appuyez dessus, bah vous aurez peut-être un logiciel qui s'appelle Rhythmbox. Bah vous appuyez play et puis en fait il vous a laissé en pause le dernier morceau que vous écoutiez et puis vous allez continuer à écouter.
c'est d'une simplicité d'utilisation qui est véritablement importante. Il y a des petites choses toutes bêtes. Bon, même si je vais pas raconter ma vie là-dessus, puisque j'avais essayé une distribution qui avait enlevé ces fonctionnalités-là, mais transformer un fichier en ISO, une image en ISO. On fait un clic droit et puis on le transforme en ISO. Enfin voilà, c'est. Et ça donne quoi de le transformer en ISO? Alors transformer en ISO, c'est ce qu'on fait pour ce qu'on appelait tout à l'heure une clé amorçable. On transforme en ISO et puis on a un petit logiciel qui s'appelle créateur de disque de démarrage. On met tout ça dedans, on met enregistré en 3 minutes ou 5 minutes, c'est fait. Et il dit très gentiment en français, ça y est, c'est fait. Donc vous pourrez trouver tout ça sur le site du Zéro. Donc c'est des détails d'installation sont tout à fait disponibles, y compris à partir de Windows. C'est important de le dire. Vous pouvez faire une clé amorçable à partir de Windows. Mais comme Karim le rappelait tout à l'heure, la première migration, faites-la vers les logiciels. Le système d'exploitation, ça viendra secondairement, mais en tout cas, le plus dur, sincèrement, pour l'utilisateur lambda, je parle bien, pour celui qui cherche uniquement à avoir une machine qui réponde à ses demandes et qui cherche pas à savoir ce qu'il y a dedans, comme je dirais 90% des utilisateurs, point barre. Enfin voilà, qui a été dans les lignes de commande d'un Windows. Enfin franchement, on le sait, c'est très très limité. Enfin voilà, si certains connaissent un petit peu, faire une clé amorçable avec Windows quand il faut rentrer dans les exécutables, excusez-moi, mais je l'ai déjà fait. Heureusement que j'avais un super didacticiel à côté parce que je suis incapable de le refaire, quoi. Voilà, je suis vraiment incapable vu tout ce qu'il fallait trouver et faire à l'intérieur, c'était pas possible. Donc voilà. Et en général, voilà, le plus compliqué qu'on a eu à faire sur XP, c'était se rappeler comment on refaisait une installation parce qu'effectivement, on était appelé à en faire de temps en temps sous XP. Faut être honnête. Fallait quand même de temps en temps décrasser le bousin et le mieux c'était de réinstaller. Mais la première migration c'est celle-là, c'est utiliser des logiciels libres. Vous êtes emmerdé par la publicité, même Firefox, vous serez plus emmerdé par la publicité. En installant AdBlock Plus. Donc c'est ça aussi qui est sur fonctionnalité en plus et qui est sur Chromium également d'ailleurs. Oui. Mais réellement, mais même Firefox d'origine est très peu emmerdé. On est très peu emmerdé avec Firefox sans rien mettre par la publicité par exemple. Je sais que on y est très sensible nous donc. Bon. Tu parlais de LibreOffice tout à l'heure, c'est l'équivalent du pack Office? C'est l'équivalent du pack Office. Donc on a un Word, on a... Ah oui, t'as un tableur, t'as effectivement un traitement de texte, t'as un lecteur de l'équivalent de PowerPoint. Tu peux lire toutes les diapositives. Il y a même une version qui s'appelle Kids, qui est une version dédiée aux enfants avec une interface beaucoup plus conviviale. Des fois, je la recommande même aux débutants. Parce que si c'est bon pour les gosses, logiquement, si on comprend pas, on va avoir les boules, quoi. Mais bon, c'est très accessible. Il y a beaucoup moins de fonctionnalités en affichage, alors qu'en fait, pour les 3/4 des utilisateurs, c'est largement insuffisant. Enfin, je veux dire, toutes les fonctionnalités qui sont offertes, bien souvent, on les utilise pas, quoi. Voilà. Donc. Je voulais revenir juste un instant sur Chromium. Oui. On en a parlé deux fois. Donc, le principe, c'est une stratégie de Google. Mais les personnes, quand même, qui contribuent à Chromium sont des membres des communautés de logiciels libres. Donc, c'est un navigateur qu'on peut utiliser, comme on utilise Firefox. Et donc, qu'est-ce qu'essaie de faire Google? C'est important quand même de revenir un moment dessus. C'est ce qu'on appelle, c'est du jargon, mais c'est ce qu'on appelle une stratégie hybride. C'est-à-dire, d'un côté, on va avoir un projet qui est entièrement libre, plutôt open source, et auquel on va pouvoir contribuer et auquel les droits de l'utilisateur qu'on a déjà cité s'appliquent. Et d'un autre côté, on va avoir une version plus fermée, qui est justement Google Chrome et qui va permettre finalement à Google de rentabiliser un peu son investissement parce qu'il finance ces communautés-là. Donc ce qu'il faut se dire, c'est qu'il n'y a aucun problème à utiliser, même lorsqu'on a des idéaux justement libertaires, Chromium par exemple. Oui.
Donc il correspond bien à une bonne partie de la philosophie. Exactement. Qui est développée. Qui est développée. Voilà. C'est plutôt la partie open source que logiciel libre. Oui. Puisqu'on